2 octobre 2025. 3 images capturées par le télescope spatial Hubble. Caméra grand champ 3. Mode haute résolution. Temps d'exposition de 320 secondes par image. Cible, objet interstellaire 3I Atlas, situé à 132 millions de kilomètres de la Terre. Les images ont été transmises au Goddard Space Flight Center à 14h27 UTC. Le processus de traitement standard a été lancé automatiquement. Statut de classification mise à jour à 0h15 UTC le 3 octobre. Les 3 images, accès restreint. Délai standard de déclassification pour les observations astronomiques non sensibles, 48 heures maximum. Ces images restent restreintes 96 jours plus tard, au 6 janvier 2026. Que montraient-elles ? Ce n'est pas une spéculation. Il s'agit d'un calendrier documenté et vérifié par les propres registres d'observation de la NASA. Le télescope spatial Hubble tient à jour un calendrier public de toutes ces observations. Les entrées du 2 octobre montrent 3 sessions d'imagerie séquentielle ciblant 3I Atlas. Chaque session a été enregistrée, horodatée et archivée. Mais les images réelles, elles sont introuvables dans les référentiels de données publiques. Elles ne se trouvent pas dans les archives Mikulski pour les télescopes spatiaux, le référentiel standard pour toutes les observations du télescope Hubble. Elles ne se trouvent dans aucune base de données d'observatoires partenaires. Elles n'ont pas été publiées par les canaux académiques standards. Elles existent, les métadonnées le prouvent, mais elles ont été retirées de l'accès public. Pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer ce qui rend cela extraordinaire. Le télescope spatial Hubble fonctionne selon un modèle de temps partagé. Le temps d'observation est attribué par le biais d'un processus de proposition concurrentielle. Les astronomes soumettent des propositions, un comité d'évaluation par les pairs les examine, puis le temps est réparti. Chaque observation devient une donnée publique après une période d'exclusivité, généralement de 12 mois pour l'équipe qui a soumis la proposition, puis elle est accessible à l'ensemble de la communauté scientifique. C'est le principe fondamental de l'astronomie financée par des fonds publics. L'argent des contribuables finance le télescope. Les données appartiennent au public. Il n'y a d'exception que pour des raisons de sécurité nationale. Quelle est la menace pour la sécurité nationale que représente l'imagerie d'une comète interstellaire ? Les observations du 2 octobre faisaient partie du programme Target of Opportunity. Ce programme permet de réagir rapidement à des événements astronomiques transitoires. Lorsque quelque chose d'inattendu se produit dans l'espace, les astronomes peuvent demander immédiatement du temps d'observation sur Hubble sans attendre le cycle normal de proposition. 3I Atlas était éligible car il s'agit du 3e objet interstellaire confirmé jamais détecté. Comprendre ses propriétés est une priorité scientifique majeure. La proposition a été soumise par l'équipe dirigée par le Dr Michael Santos de l'université Johns Hopkins. La proposition demandait une imagerie de surface à haute résolution afin de caractériser la rotation, les caractéristiques de surface et les modèles de dégazage. Il s'agit de sciences cométaires standards, rien de controversé. La proposition a été approuvée le 28 septembre. Les observations ont été effectuées le 2 octobre, puis silence. Le Dr Santos a refusé toutes les demandes d'interview depuis la mi-octobre. Son adresse e-mail universitaire génère une réponse automatique indiquant qu'il est en congé sabbatique pour recherche et peu disponible. Sa dernière apparition publique remonte au 8 octobre lors d'un séminaire départemental. Les participants rapportent qu'il semblait distrait et peu disposé à discuter en détail de 3I Atlas. Un collègue, s'exprimant anonymement, a déclaré que Santos avait mentionné avoir été surpris par les premiers résultats, mais qu'il ne pouvait pas donner plus de détails tant que certains protocoles n'avaient pas été suivis. Quel protocole ? Les publications astronomiques standards nécessitent un examen par les pairs, qui prend généralement 2 à 4 mois. Mais Santos n'a soumis aucun manuscrit. Aucun article n'existe sur les serveurs de prépublication. Aucune présentation n'est prévue lors de conférences. Les données ont effectivement disparu en même temps que leur chercheur principal. Abraham Loeb a appris la disparition des images grâce à son réseau de contacts au sein de la NASA. Loeb est une figure controversée dans la communauté astronomique depuis qu'il a défendu des explications technologiques pour Oumuamua en 2017. Il est président du département d'astronomie de Harvard, ancien membre du conseil présidentiel des conseillers en sciences et technologies et dirige actuellement le projet Galileo qui recherche des preuves de technologie extraterrestre. Sa crédibilité est à la fois maximale et minimale selon les personnes interrogées, mais ses sources d'informations sont indéniablement fiables. Le 1er novembre, Loeb a soumis une demande officielle à la NASA en vertu de la loi sur la liberté d'information, exigeant la publication des images du 2 octobre prises par Hubble, ainsi que tous les rapports d'analyse associés.
La demande est publique. La NASA en a accusé réception le 3 novembre. Délai de réponse standard, 20 jours ouvrables. Ce délai a expiré le 2 décembre. La NASA a demandé une prolongation de 90 jours, invoquant la complexité de la demande nécessitant la consultation de plusieurs services. La prolongation a été accordée. Nouvelle date limite, 3 mars 2026. Pourquoi la simple publication d'images nécessite-t-elle une prolongation de 90 jours? Les demandes FOIA concernant des données astronomiques sont généralement traitées dans un délai standard de 20 jours. Les données existent déjà, les images sont déjà traitées. La publication nécessite une approbation administrative et non une nouvelle analyse. Alors, qu'est-ce qui cause ce retard? La déclaration officielle de la NASA, publiée le 5 décembre par le Bureau des relations avec les médias, stipule: toutes les observations scientifiquement significatives de l'objet 3I Atlas sont traitées selon les protocoles standards et seront publiées par les canaux universitaires appropriés après avoir été examinées par des pairs. Nous ne retenons pas les données d'intérêt public, sauf lorsque des considérations de sécurité nationale l'exigent. Cette dernière clause est nouvelle. Les précédentes déclarations de la NASA concernant 3I Atlas ne mentionnaient jamais la sécurité nationale. Pourquoi maintenant? Examinons ce qu'exigent réellement les protocoles standards. Le Hubble Science Institute applique des directives claires en matière de publication des données. Les données de niveau 0, données brutes du télescope, sont rendues publiques immédiatement après leur transmission. Les données de niveau 1, calibrées mais non traitées, sont rendues publiques dans les 24 heures. Les données de niveau 2, images entièrement traitées et prêtes à être utilisées à des fins scientifiques, sont rendues publiques dans un délai d'1 semaine, sauf si l'équipe qui les a proposées invoque une période d'exclusivité. La proposition du Dr Santos ne demandait pas de période de propriété exclusive. Par conséquent, le protocole standard exigeait une publication publique avant le 9 octobre. Nous sommes maintenant 3 mois après cette date. Le protocole a été violé. Par qui? Pour quelle raison? 3 images. Permettez-moi de décrire ce qu'elle devrait montrer en fonction des paramètres d'observation. La caméra à grand champ 3 fonctionne dans les longueurs d'onde ultraviolettes à proches infrarouges. Pour observer les comètes, les astronomes utilisent généralement des filtres qui isolent des raies d'émission spécifiques. OH à 308 nanomètres, indiquant la présence d'eau, CN à 388 nanomètres, indiquant la présence de composés cyanurés, et C2 à 514 nanomètres, indiquant la présence de carbone diatomique. Les observations du 2 octobre ont utilisé ces 3 filtres, ainsi qu'une imagerie à large spectre dans le visible. 4 images par session, 3 sessions, 12 images au total. Pourquoi seules 3 sont-elles classifiées? Qu'est-il arrivé aux 9 autres? Elles ont été publiées. Elles sont disponibles dans les archives MAST sous les identifiants d'observation GEO 17 043 à GEO 17 051. Les images montrent l'apparence standard d'une comète, une coma faible, aucun noyau résolu, une distribution diffuse de la luminosité, rien d'inhabituel. Mais les observations GEO 17 052 à GEO 17 054, les 3 images à large bande en lumière visible ont disparu. Les métadonnées existent. Les images, non. Qu'est-ce que la lumière visible a montré que la spectroscopie n'a pas montré? Réfléchissez à ce que cela signifie. Les images spectroscopiques analysant la composition chimique, accessibles au public. Les images en lumière visible montrant à quoi ressemble réellement l'objet à l'œil nu, classifiées. L'empreinte chimique suggérant une comète naturelle, publiable. L'apparence physique, restreinte. C'est l'inverse de la logique de classification normale. Si l'objet contenait de la technologie, l'analyse chimique serait le détecteur le plus sensible. La spectroscopie montrerait des rapports isotopiques inhabituels, des composés inattendus, des signatures non naturelles. Mais la spectroscopie est publique. L'apparence visible est cachée. Cela suggère que tout ce qui est inhabituel dans l'objet est visible à l'œil nu et non enfoui dans les données chimiques. Qu'est-ce qui pourrait être visible mais chimiquement normal? Plusieurs possibilités existent. Premièrement, des caractéristiques de surface suggérant une géométrie non aléatoire. Les comètes naturelles ont des surfaces irrégulières, façonnées par les impacts, la sublimation et l'effondrement gravitationnel. Ces processus créent des textures d'apparence aléatoire. Si la surface présentait des motifs réguliers, bords droits, formes géométriques, structures répétitives, ceux-ci seraient visibles en imagerie optique, mais pourraient ne pas affecter la composition chimique si les motifs résultaient de la disposition de la surface plutôt que des propriétés des matériaux. Deuxièmement, une rotation ou un mouvement inattendu. Si l'objet présentait un comportement de culbutage incompatible avec une comète naturelle, ou si les caractéristiques de surface semblaient se déplacer indépendamment de la rotation, cela serait visible optiquement,
mais n'affecterait pas la spectroscopie. Troisièmement, anomalie de la lumière réfléchie. Si certaines régions de la surface réfléchissaient la lumière d'une manière incompatible avec la glace et la roche, présentant une réflexion spéculaire suggérant des surfaces lisses fabriquées, cela apparaîtrait dans les images en lumière visible, mais ne créerait peut-être pas de signature spectroscopique forte. Ce ne sont pas mes inventions, ce sont des possibilités discutées dans la littérature universitaire sur la détection des technosignatures, signes de technologie, dans les observations astronomiques. Ce domaine s'appelle CETA, Search for Extraterrestrial Artifacts, recherche d'artefacts extraterrestres. Il s'agit d'un domaine d'intérêt minoritaire en astronomie, mais c'est un domaine de recherche légitime. Des scientifiques ont publié des articles décrivant à quoi ressembleraient des sondes spatiales artificielles sur des images prises par télescope. Les surfaces lisses réfléchiraient la lumière différemment des surfaces naturelles rugueuses. Les caractéristiques géométriques régulières créeraient des motifs de luminosité distincts des formes naturelles irrégulières. Une propulsion active créerait des panaches d'échappement visibles. Ces signatures sont toutes visibles dans les longueurs d'onde optiques. Elles ne sont pas nécessairement évidentes en spectroscopie. Donc, si vous vouliez détecter un objet artificiel tout en évitant les anomalies spectroscopiques qui attireraient immédiatement l'attention, vous le concevriez pour qu'il soit chimiquement normal, mais géométriquement inhabituel. Et la détection se ferait par imagerie en lumière visible. Exactement les données qui sont classifiées. Je tiens à être clair. Je ne prétends pas que 3i Atlas est artificiel. J'explique ce que suggère le modèle de classification et ce que cela signifierait si certaines hypothèses étaient vraies. L'hypothèse par défaut devrait rester l'origine naturelle, mais l'hypothèse par défaut n'explique pas pourquoi les images en lumière visible sont restreintes, alors que les données spectroscopiques sont publiques. Ce modèle nécessite une explication, et l'explication doit être meilleure que les protocoles. Le docteur Michael Santos n'est pas le seul à s'être tu. 4 membres de son équipe d'imagerie ont également réduit leur communication publique. Dr Sarah Chen de l'Université du Maryland. Dernière publication en septembre. Aucune présentation à une conférence prévue. Dr James Rodriguez, Space Telescope Science Institute. Transféré vers un autre projet en novembre, il ne figure plus dans la liste de l'équipe d'observation 3i Atlas. Dr Patricia Anderson, NASA Ames, en congé maladie depuis le 15 octobre, date de retour incertaine. Dr Robert Kim, Caltech, a désactivé ses comptes sur les réseaux sociaux mi-novembre. Les réponses automatiques à ses emails mentionnent des priorités de recherche nécessitant une réduction de l'engagement externe. C'est une tendance. 5 scientifiques d'une petite équipe d'observation réduisent simultanément leur visibilité et leur communication. Coïncidence ou coordination? Une membre de l'équipe continue de publier, le docteur Elizabeth Warren de l'Université d'Arizona, mais ces articles évitent complètement les observations du 2 octobre. Ces 3 publications depuis novembre analysent uniquement les données des télescopes terrestres et non celles du Hubble. Interrogée sur les images du 2 octobre lors d'une session de questions-réponses lors d'une conférence en décembre, elle a répondu « Ces observations sont toujours en cours d'analyse. Les résultats seront publiés lorsque l'analyse sera terminée. » Réponse standard. Mais le délai est inhabituel. L'analyse de 12 images haute résolution ne devrait pas nécessiter 3 mois pour une équipe composée de 5 chercheurs expérimentés. La réduction des données du télescope Hubble est un processus bien établi. Le logiciel est automatisé. L'inspection manuelle prend quelques jours, pas des mois. Quelle analyse nécessite 3 mois? Ou bien l'analyse est-elle terminée, mais sa publication est bloquée? Abraham Loeb pense que la publication est bloquée. Dans un article de blog daté du 10 décembre, il écrit « L'absence de données est une donnée en soi. Lorsque des images qui devraient être publiques restent confidentielles, lorsque des scientifiques qui devraient publier leurs travaux restent silencieux, lorsque les protocoles standards sont violés sans explication, ces absences en disent long. Ce qu'elles révèlent, c'est que quelqu'un a décidé que ces données menaçaient quelque chose d'assez précieux pour justifier de rompre avec la transparence scientifique habituelle. Quelle est cette chose précieuse? La sécurité nationale? Des intérêts économiques? Une certitude philosophique sur notre place dans l'univers? Tant que nous ne le saurons pas, les spéculations iront bon train. Le secret engendre la suspicion. La suspicion engendre des théories du complot. La transparence est le seul antidote.
La NASA a répondu par des voies non officielles, non pas par une déclaration officielle, mais par des commentaires de responsables anonymes à des journalistes. Citation tirée d'un article de Space News du 12 décembre, un responsable de la NASA familier avec la situation, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que les décisions de classification sont prises à des niveaux supérieurs aux équipes scientifiques et reflètent des considérations qui dépassent les objectifs immédiats de la recherche. Le responsable a souligné qu'aucune preuve ne suggère quoi que ce soit au-delà d'un objet astronomique naturel, mais qu'un protocole prudent à l'ère de la désinformation potentielle exige une gestion minutieuse des données qui pourraient être mal interprétées ou manipulées pour soutenir de faux récits. C'est une réponse fascinante. Elle ne nie rien d'inhabituel dans les images. Elle n'explique pas la classification. Elle justifie la classification par la prévention des interprétations erronées. Mais par qui? Par le public, par les services de renseignement étrangers, par les théoriciens du complot. La justification soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Considérons les implications. Si les images ne montrent rien d'inhabituel, leur publication ne cause aucun préjudice. L'apparence standard d'une comète ne suscite aucune controverse. Si les images montrent quelque chose d'inhabituel mais qui s'explique naturellement, leur publication dans un contexte approprié permet d'éviter toute interprétation erronée. Les scientifiques excellent dans la fourniture de contexte. C'est leur travail. Si les images montrent quelque chose d'inhabituel sans explication naturelle claire, leur publication avec une reconnaissance de l'incertitude est une communication scientifique appropriée. Les scientifiques publient régulièrement des résultats comportant des questions non résolues. C'est ainsi que la science progresse. Le seul scénario dans lequel la classification a du sens, les images montrent quelque chose qui provoquerait une alarme publique immédiate, quelle que soit l'explication contextuelle. Qu'est-ce qui provoquerait l'alarme? Des preuves suggérant une origine technologique ou des preuves suggérant un danger, trajectoire de collision, fragmentation, accélération inattendue vers la Terre. Mais les données de trajectoire sont publiques. L'objet quitte définitivement le système solaire. Il n'y a aucun danger. Nous en revenons donc à l'hypothèse technologique. Est-ce pour cela que les images sont classifiées? Je ne sais pas. Abraham Loeb non plus. Personne ne le sait en dehors d'un petit groupe disposant d'une habilitation de sécurité. C'est là le problème. Dans une société démocratique où la science est financée par des fonds publics, cette situation est néfaste. Soit les images ne montrent rien d'inhabituel, auquel cas la classification est injustifiée et nuisible. Soit elle montre quelque chose d'important, auquel cas le public a le droit de savoir. Il n'y a pas de juste milieu où le secret sert l'intérêt public. Le secret ne sert que l'intérêt institutionnel de contrôler le discours. Mais le discours ne peut être contrôlé dans l'environnement informationnel moderne. L'absence d'informations officielles garantit la prolifération des spéculations non officielles. Nous le constatons en temps réel. Les vidéos YouTube affirmant que la NASA cache des preuves de sondes extraterrestres ont accumulé des dizaines de millions de vues. La plupart sont absurdes. Certaines citent des faits réels, comme cette question de classification mélangée à des inventions. Le public ne peut distinguer le vrai du faux, car les informations réelles sont dissimulées. C'est ainsi que l'infrastructure informationnelle s'effondre. Le secret officiel crée un vide. Le vide se remplit de bruit. Le rapport signale « bruit tend vers zéro ». Tout le monde y perd. 3 mars 2026. C'est la date limite pour la réponse de la NASA à Abraham Loeb dans le cadre de la loi FOIA. Soit les images sont publiées, soit la NASA doit fournir une justification légale pour maintenir la restriction. Dans les deux cas, nous apprendrons quelque chose. Si elles sont publiées, nous verrons ce qu'il y a. Si elles sont restreintes, nous apprendrons que la classification est basée sur une catégorie d'exemption, sécurité nationale, vie privée, application de la loi, etc. L'exemption spécifique nous indique ce qui prime sur la transparence. Il reste 4 mois avant cette date limite. En attendant, 3i Atlas poursuit son voyage. La comète se moque de nos classifications. Elle suit les lois de la gravité, sublimant la glace selon les lois de la physique, fonçant vers la sortie du système solaire à 68 km par seconde. La réalité physique se poursuit, la réalité informationnelle se fragmente. Laquelle est la plus importante? Pour la comète, la réalité physique est tout ce qui existe. Pour nous, la réalité informationnelle détermine ce que nous croyons, comment nous agissons, ce que devient la société. À l'heure actuelle, la réalité informationnelle concernant 3i Atlas est brisée. Les images du 2 octobre pourraient la réparer, ou la briser davantage. Nous le saurons en mars, à moins que la date limite ne soit à nouveau repoussée. Qu'est-ce que cela nous dirait? La chronologie du silence révèle une tendance. Le docteur Michael Santos est apparu pour la dernière fois en public le 8 octobre.
Dernière publication du Dr Sarah Chen, le 23 septembre, analysant les données spectroscopiques issues d'observations terrestres. Le Dr James Rodriguez a transféré ses projets le 2 novembre, exactement un mois après les observations du Hubble. Le Dr Patricia Anderson a pris un congé maladie le 15 octobre, 13 jours après la capture des images. Le Dr Robert Kim a désactivé son compte Twitter le 14 novembre et son profil LinkedIn est devenu privé le 16 novembre. 5 scientifiques, différentes institutions, différents calendriers, mais tous liés à ces 3 images. Qu'ont-ils vu qui a tout changé ? Laissez-moi vous expliquer ce qui aurait dû se passer par rapport à ce qui s'est réellement passé. Le protocole standard pour les observations Hubble suit une séquence précise. Première étape, proposition soumise, évaluée par des pairs, approuvée. Terminée le 28 septembre. Deuxième étape, observation effectuée selon les paramètres approuvés. Terminée le 2 octobre. Troisième étape, téléchargement des données brutes vers les stations au sol. Terminée le 2 octobre à 14h41 UTC. Quatrième étape, traitement automatique des données brutes pour les convertir en images calibrées. Terminé le 3 octobre à 0h60 UTC. Cinquième étape, le chercheur principal reçoit une notification indiquant que les données sont prêtes. Le Dr Santos a reçu cette notification le 3 octobre à 0h13 UTC. Nous le savons car l'Institut Hubble conserve des journaux automatisés de toutes les notifications. Sixième étape, la période d'exclusivité commence si elle est demandée. Sinon, les données sont immédiatement rendues publiques. Aucune période d'exclusivité n'a été demandée. Les données auraient dû être rendues publiques le 3 octobre. Au lieu de cela, à 0h02-15s UTC le 3 octobre, soit 4 heures avant que Santos ne reçoive la notification, un drapeau de classification a été appliqué aux identifiants d'observation GEO 17 052 à 17 054. Qui a appliqué ce drapeau ? Les journaux du système Hubble indiquent l'identifiant utilisateur NASA Admin 7. Il s'agit d'un compte administratif spécial nécessitant l'approbation d'un administrateur adjoint ou d'un responsable hiérarchique supérieur. Il ne s'agit pas d'une révision scientifique, il s'agit d'une décision institutionnelle prise au plus haut niveau de la bureaucratie de la NASA. Une personne de très haut rang a vu ces images dans le délai de 4 heures, entre le traitement automatique et la notification à l'enquêteur. Quelqu'un a immédiatement décidé que ces images ne pouvaient pas être rendues publiques. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? J'ai parlé avec le Dr Margaret Foster, ancienne scientifique du programme Hubble, aujourd'hui à la retraite. Elle a travaillé pendant 23 ans à l'Institut scientifique du télescope spatial, où elle gérait les programmes d'observation. Son point de vue, en 23 ans, j'ai vu la classification administrative appliquée exactement 4 fois. 2 fois pour des observations qui ont accidentellement capturé des satellites militaires classifiés. Une fois pour une image montrant des caractéristiques identifiables de l'installation du National Reconnaissance Office qui n'aurait pas dû se trouver dans le champ de vision du Hubble. Une fois pour... Elle s'est interrompue ici. Pour quelque chose dont je ne peux pas parler, mais je peux vous dire une chose. La classification administrative n'est appliquée que lorsque les services de sécurité nationale sont impliqués. Pas la sécurité de la NASA. La sécurité nationale. C'est un tout autre niveau. Si la classification administrative a été appliquée aux images de 3i Atlas, cela signifie que les services de renseignement ont passé un coup de fil. Et quand les services de renseignement appellent, la NASA écoute. L'intérêt des services de renseignement pour l'observation astronomique n'est pas sans précédent. Pendant la guerre froide, le National Reconnaissance Office examinait régulièrement les données des télescopes spatiaux à la recherche d'images satellites involontaires. Après le 11 septembre, le département de la sécurité intérieure signale occasionnellement les données astronomiques montrant des infrastructures critiques, si la résolution est suffisante pour évaluer la menace. Mais ces cas concernent des observations tournées vers la Terre. 3i Atlas se trouve à 200 millions de kilomètres, se déplace dans l'espace et ne représente aucune menace pour les infrastructures terrestres. Quel est l'intérêt des services de renseignement ? 2 possibilités. Premièrement, les images révèlent des informations pertinentes pour la connaissance du domaine spatial, c'est-à-dire le suivi d'objets dans l'espace qui pourraient poser un problème militaire ou stratégique. Si 3i Atlas présentait des caractéristiques suggérant qu'il ne s'agit pas d'un objet naturel, ou s'il démontrait une capacité de manœuvre, cela susciterait l'intérêt des services de renseignement. La force spatiale tient un catalogue de tous les objets suivis susceptibles de menacer les satellites ou les ressources spatiales. Si la comète se comportait comme une sonde capable de modifier sa trajectoire, elle serait inscrite dans ce catalogue et les données associées seraient classifiées.
Deuxième possibilité, les images sont évaluées pour déterminer leur impact psychologique potentiel ou les préoccupations liées aux opérations d'information. Si les images pouvaient être utilisées à des fins militaires, c'est-à-dire dans le cadre de campagnes de désinformation visant à déstabiliser la confiance du public ou à semer la panique, leur classification préventive empêcherait cette utilisation. Les deux scénarios supposent que les images montrent quelque chose d'inattendu. Aucun des deux n'explique pourquoi les données spectroscopiques restent publiques alors que les images en lumière visible sont restreintes. Abraham Loeb a une théorie. Dans un article de blog publié le 15 décembre et intitulé « The Geometry of Silence », la géométrie du silence, il écrit « La chimie est statistique. La spectroscopie fait la moyenne sur toute la surface visible. Une chimie inhabituelle nécessite une altération cohérente sur une grande surface. Cela s'explique facilement de manière naturelle par la variation de la composition, mais la géométrie est différente. Si 1% de la surface présente une structure non aléatoire, bord droit, angle droit, motif régulier, cela est visible à l'imagerie mais invisible à la spectroscopie. 1% ne change pas la composition chimique moyenne, mais 1% de géométrie régulière n'a pas d'explication naturelle. La glace ne cristallise pas en angle droit à l'échelle du kilomètre. La roche ne se fracture pas en ligne droite sur des centaines de mètres. Si les images montrent une régularité géométrique sur une petite fraction de la surface, il s'agit d'une anomalie observable sans signature spectroscopique. C'est ce que suggère le silence. Loeb a-t-il raison? On ne le sait pas. Son hypothèse est vérifiable. Publier les images, évaluer la géométrie, c'est l'objectif de la demande FOIA. Mais l'hypothèse a des implications troublantes. Si elle est correcte, nous sommes en présence de preuves d'une technologie que quelqu'un a décidé de ne pas montrer au public. Qui prend cette décision? En vertu de quelle autorité? La réponse dépend de l'exemption de classification qui s'applique. S'il s'agit d'une exemption pour raison de sécurité nationale, la décision revient au directeur du renseignement national ou à son représentant. S'il s'agit d'une exemption pour raison de processus délibératif, la décision revient à l'administrateur de la NASA. S'il s'agit d'une exemption pour raison d'application de la loi, la décision revient au ministère de la Justice. Le cadre juridique existe. La question est de savoir si son application est justifiée. Considérer les conséquences de chaque possibilité. Si les images montrent une comète naturelle, la classification cause un préjudice sans apporter d'avantage. La transparence scientifique en pâtit. La confiance du public s'érode. Les théories du complot prolifèrent. La NASA n'y gagne rien. Si les images montrent une comète naturelle présentant des caractéristiques inhabituelles mais explicables, la classification cause toujours un préjudice. Le débat scientifique sur les caractéristiques inhabituelles devrait avoir lieu publiquement. C'est ainsi que fonctionne la science. Les données cachées empêchent le progrès scientifique. Si les images montrent des preuves d'une technologie, la classification peut sembler justifiée pour éviter la panique. Mais la prévention de la panique par le contrôle de l'information a un bilan désastreux. Le secret du projet Manhattan a créé une anxiété atomique pire que celle qu'aurait suscité un débat public éclairé. La classification des ovnis pendant la guerre froide a créé une culture du complot qui persiste 70 ans plus tard. Les discussions sur l'origine du Covid ont souffert d'une certitude prématurée et d'un contrôle de l'information qui ont détruit la crédibilité des institutions. L'histoire nous enseigne que la transparence avec incertitude l'emporte sur le secret avec fausse certitude. À chaque fois, sans exception. Et pourtant, nous en sommes là. 96 jours de silence. Les scientifiques qui ont vu les images ne parlent pas. Les responsables qui ont pris la décision de classification ne s'expliquent pas. Les demandes de commentaires des médias génèrent des réponses toutes faites. Le vide d'information est comblé par des spéculations. Certaines spéculations sont des extrapolations raisonnables à partir des preuves disponibles, comme l'hypothèse géométrique de Loeb. D'autres sont de purs fantasmes, comme les vidéos YouTube affirmant que les images montrent un vaisseau-mère long d'1 kilomètre avec des baies d'amarrage. Le public ne peut pas distinguer le raisonnable du fantasme, car les preuves sont dissimulées. C'est l'effondrement de l'environnement informationnel. Ce n'est pas une hyperbole, c'est l'effondrement réel et mesurable du cadre épistémique commun. La comparaison avec les objets interstellaires précédents est instructive. Oumuamua en 2017, toutes les données ont été rendues publiques immédiatement. La controverse est née des données publiques. Forme inhabituelle, accélération inattendue, absence de dégazage visible. Les scientifiques ont débattu publiquement des interprétations. Loeb a proposé une origine technologique. La majorité a privilégié des explications naturelles impliquant un dégazage exotique. Le débat a été animé mais transparent.
le public a pu évaluer les preuves et les arguments. Deuxy Borisov en 2019, toutes les données ont été rendues publiques immédiatement. L'objet présentait des caractéristiques cométaires évidentes. Aucune controverse n'a émergé. Les scientifiques se sont mis d'accord sur une origine naturelle, ennuyeux mais transparent. 3i Atlas en 2025. La plupart des données sont publiques, les images critiques sont classifiées. La controverse émerge de l'absence de données et non de leur présence. Les scientifiques ne peuvent pas débattre de ce qu'ils ne peuvent pas voir. Le public ne peut pas évaluer des preuves qui n'existent pas. C'est un schéma différent, un schéma pire, un schéma qui suggère que quelque chose a changé dans la manière dont les institutions traitent les découvertes astronomiques potentiellement controversées. Qu'est-ce qui a changé ? Une hypothèse. Après la controverse Oumuamua, au cours de laquelle les propositions technologiques de l'aube ont suscité un intérêt médiatique et public massif pour les artefacts extraterrestres, les institutions se sont inquiétées de la gestion de la réaction du public face à des données ambiguës. Si de futures observations révélaient des caractéristiques pouvant être interprétées à tort comme technologiques, mieux vaut classer les données à titre préventif plutôt que de faire face au cirque médiatique. Cette hypothèse suggère que la classification vise à contrôler l'information à des fins de relations publiques, et non pour des raisons de sécurité nationale. C'est paternaliste. Nous ne pouvons pas vous montrer cela parce que vous risqueriez de mal le comprendre. C'est également peut-être illégal. La loi FOIA n'autorise pas la classification dans le but d'éviter l'embarras ou de gérer la couverture médiatique. Mais cela correspond au comportement des institutions dans de nombreux domaines au cours de la dernière décennie. Hypothèse alternative. Les images Atlas à 3 yeux montrent quelque chose de véritablement préoccupant du point de vue de la sécurité nationale. Il ne s'agit pas d'une sonde extraterrestre, bien que cela puisse être le cas, mais de quelque chose d'inattendu dans le comportement ou les caractéristiques de l'objet qui a des implications pour la connaissance du domaine spatial. Par exemple, si l'objet présentait des signes de modification de trajectoire qui ne s'expliquent pas par un dégazage, cela suggérerait une capacité de propulsion. La capacité de propulsion d'un objet interstellaire soulève des questions sur son origine et son objectif. Ces questions ont des implications en matière de sécurité nationale si l'objet présente des comportements suggérant une surveillance ou une collecte de renseignements. Cette hypothèse prend au sérieux les possibilités technologiques. Elle suppose que la classification est une réponse légitime à une préoccupation réelle en matière de sécurité. Elle est également très troublante, car elle implique que le domaine spatial comprend des adversaires potentiels auxquels nous ne sommes pas préparés. Troisième hypothèse, la classification n'a rien à voir avec des images montrant une technologie ou un danger. Au contraire, les images montrent une comète conventionnelle, mais avec des caractéristiques qui contrediraient les déclarations publiques de la NASA au sujet de 3i Atlas. Par exemple, si la NASA a déclaré que l'objet était un corps solide, mais que les images montrent un amas de débris fragmentés, ou si la NASA a déclaré qu'il s'agissait d'un noyau unique, mais que les images montrent un système binaire, la classification empêche la révélation de l'erreur précédente. Il s'agit d'une hypothèse de dissimulation. Elle suppose une motivation d'autoprotection institutionnelle. Elle est cynique, mais cohérente avec le comportement bureaucratique. Les organisations privilégient souvent la réputation à la transparence. Mais cette hypothèse semble faible, car la correction d'une erreur scientifique est normale. Cela arrive constamment. Personne n'attend la perfection. La dissimulation semble être une réponse disproportionnée à une simple erreur. J'ai présenté 3 hypothèses. La vérité pourrait être une combinaison de celles-ci, ou quelque chose de complètement différent. Le fait est que, en l'absence d'images réelles et d'explications concrètes, nous en sommes réduits à des spéculations. C'est un échec pour le système d'information. La science progresse grâce à l'évaluation des preuves. On ne peut pas évaluer ce qu'on ne voit pas. La démocratie fonctionne grâce au consentement éclairé. On ne peut pas être informé sur des informations secrètes. Les 2 systèmes s'effondrent sous le poids d'une rétention d'informations prolongée. Le docteur Elizabeth Warren, la seule membre de l'équipe qui continue à publier, pourrait être la clé pour comprendre ce qui s'est passé. Ces 3 articles publiés depuis octobre analysent la spectroscopie au sol, la photométrie et les taux de production de poussière. Tous se concentrent sur les données de septembre et début octobre, avant les observations du télescope Hubble. Son article de décembre dans Astrophysical Journal Letters s'intitule « Dust to Gas Ratio Evolution in Interstellar Comet 3i Atlas ». Évolution du rapport poussière-gaz dans la comète interstellaire 3i Atlas. L'article est techniquement solide. Il documente les mesures de production de poussière provenant de plusieurs observatoires qui montrent un rapport poussière-gaz inhabituellement faible,
de 0,1 par rapport à la valeur typique de 1,0. Cela confirme que l'objet est une comète pauvre en poussière. Rien de controversé. Mais l'introduction de l'article contient une déclaration curieuse. De futures observations par imagerie haute résolution pourraient fournir des contraintes supplémentaires sur les processus de surface responsables de l'appauvrissement en poussière. Cette phrase a été ajoutée lors de la révision par les pairs, selon l'historique des versions du manuscrit disponibles dans les documents supplémentaires de la revue. La version originale disait « Les observations par imagerie haute résolution du 2 octobre fournissent des contraintes sur la morphologie de la surface, mais une analyse détaillée est en cours. » La révision supprime la date précise et transforme l'affirmation définitive en une possibilité future conditionnelle. Pourquoi cette révision? Les pairs évaluateurs n'exigent généralement pas la suppression des dates d'observation précises. Celles-ci sont factuelles. La révision suggère que quelqu'un, l'éditeur, un évaluateur ou l'auteur elle-même, réagissant à une pression extérieure, a voulu supprimer la référence aux observations du 2 octobre. La phrase a été adoucie, passant de « les observations fournissent des contraintes » à « peuvent fournir des contraintes », d'une analyse achevée à une possibilité future. Il s'agit là d'une trace linguistique du contrôle de l'information. On peut voir ce qui a été supprimé. On peut en déduire pourquoi. Quelqu'un ne veut pas que le 2 octobre soit mentionné dans la littérature publiée. Cette personne a suffisamment d'influence pour affecter le processus d'évaluation par les pairs. J'ai contacté le Dr Warren. Email envoyé le 20 décembre. Réponse reçue le 3 janvier. Merci de l'intérêt que vous portez à nos recherches. La campagne d'observation 3i Atlas implique plusieurs équipes et installations. La coordination du calendrier de publication garantit que les résultats complémentaires sont publiés de manière cohérente plutôt que fragmentaire. Je ne suis pas en mesure de commenter des observations spécifiques tant que la coordination n'est pas terminée. Je vous remercie de votre compréhension. Il s'agit d'une réponse polie, mais évasive. Mais elle révèle quelque chose. La publication est coordonnée. Par qui? La NASA n'impose aucune exigence formelle de coordination pour les données publiques. Les scientifiques publient individuellement lorsqu'ils sont prêts. La coordination se fait généralement de manière volontaire, dans le cadre de collaboration. Mais le retard coordonné de publication entre plusieurs équipes indépendantes suggère une coordination externe. Quelqu'un gère le calendrier de publication. Dans quel but? 6 janvier 2026. C'est aujourd'hui. 96 jours depuis le 2 octobre. 88 jours avant la date limite du 3 mars fixée par la loi FOIA. Il reste 3 mois avant qu'Abraham Loeb ne reçoive les images ou une justification détaillée du refus. Pendant ces 3 mois, 3i Atlas poursuit son voyage. Actuellement, à 212 millions de kilomètres de la Terre, vitesse de 68,3 km par seconde, magnitude de luminosité de 18,8. L'objet s'estompe à mesure qu'il s'éloigne. D'ici mars, la magnitude sera de 20,4. Il sera pratiquement impossible à observer, sauf avec les plus grands télescopes professionnels. La fenêtre de vérification par les amateurs se referme. Au moment où les images seront potentiellement publiées, une confirmation indépendante par l'observation amateur sera impossible. Ce timing est-il une coïncidence ou est-il stratégique? Le calendrier est important car il influe sur la vérification. Si les images étaient publiées maintenant, les astronomes amateurs pourraient photographier l'objet de manière indépendante et comparer les images. Si les caractéristiques visibles sur les images du télescope Hubble sont des structures réelles à la surface, elles devraient être visibles dans les observations amateurs avec une ouverture et un temps d'exposition suffisant. Plusieurs astronomes amateurs équipés de télescopes de 36 pouces et de caméras CCD de haute qualité pourraient atteindre une résolution proche de celle du télescope Hubble pour les objets lumineux. 3i Atlas n'est plus lumineux, mais il est toujours à portée. Dans 3 mois, ce ne sera plus le cas. La publication après que l'objet soit devenu inobservable empêche toute vérification indépendante. Est-ce intentionnel ou fortuit? Nous ne le saurons pas avant mars, mais le timing soulève des questions qui méritent d'être posées. Que devrait-il se passer ensuite? D'un point de vue scientifique, publication immédiate des images, avec une explication contextuelle. Si les images montrent une comète conventionnelle, il faut le dire clairement. Si les images montrent des caractéristiques inhabituelles nécessitant une analyse supplémentaire, il faut également le dire en reconnaissant l'incertitude. Si les images montrent des caractéristiques suggérant une technologie, mais que des explications naturelles restent possibles, présentez les 2 hypothèses et expliquez les preuves nécessaires pour les distinguer. La transparence sert la science. Le secret ne sert à rien. D'un point de vue de la sécurité nationale, ne maintenir la classification que s'il existe une menace réelle nécessitant une protection.
Pas une menace pour la réputation, pas une menace pour les relations publiques, une menace réelle pour la sécurité. Si une telle menace existe, la classification est justifiable, mais une explication est toujours requise dans le cadre légal. La loi FOIA autorise la non-divulgation de détails spécifiques tout en publiant des versions expurgées. Si un danger existe, publiez les images expurgées avec une explication de l'expurgation. Du point de vue de la gouvernance démocratique, le public a le droit de savoir ce qu'un télescope financé par des fonds publics a observé, à moins qu'il n'existe une justification juridique convaincante pour le secret. La préférence institutionnelle pour le contrôle des messages n'est pas une justification convaincante. Nous sommes dans une impasse. Les données existent, mais elles sont cachées. Les scientifiques savent ce que les données montrent, mais ils ne le disent pas. Les responsables qui contrôlent l'accès ne donnent pas d'explication. Les médias ne peuvent pas enquêter sans accès. Le public ne peut pas évaluer sans information. Il s'agit d'un équilibre stable d'ignorance forcée. Il persiste jusqu'à ce qu'une force extérieure le brise. La demande FOIA d'Abraham Loeb est cette force. La date limite du 3 mars crée une fonction contraignante. La NASA doit répondre. La réponse sera révélatrice, quel que soit son contenu. Publication des images, nous voyons ce qui s'y trouve. Refus basé sur la sécurité nationale, nous apprenons que les données ont des implications en matière de sécurité. Refus basé sur le processus délibératif, nous apprenons que la prise de décision est toujours en cours. Refus fondé sur d'autres exemptions, nous apprenons quel cadre juridique s'applique. Chaque résultat fournit des informations, pas nécessairement les informations que nous voulons, mais des informations quand même. Jusque-là, nous attendons. La comète n'attend pas. Elle se déplace de 68 km par seconde. Le temps que vous finissiez de lire cette phrase, elle s'est éloignée de 816 km du Soleil. L'univers physique évolue selon des lois indifférentes à la politique de l'information humaine. 3i Atlas quittera le système solaire le 26 mars. Que nous comprenions ou non ce que ces images montraient, la réalité n'attend pas le consensus. Elle se produit tout simplement. Ce que nous choisissons d'en savoir, voilà la question que représentent ces 3 images classifiées. Quelqu'un a décidé que nous ne devions pas savoir. Pourquoi ? Cette question est peut-être plus importante que ce que les images montrent réellement. Plus on examine les observations du 2 octobre, plus le schéma devient étrange. Il ne s'agit pas seulement de 3 images manquantes. Il s'agit de ce qui entoure ces images, les métadonnées, la documentation, les enregistrements procéduraux qui devraient exister, mais qui n'existent pas. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Chaque observation du télescope Hubble génère des métadonnées détaillées, coordonnées de pointage, paramètres d'exposition, informations sur les étoiles guides, orientation du télescope, relevé de température, configuration du détecteur, horodatage avec une précision de l'ordre de la milliseconde. Ces métadonnées sont essentielles pour l'évaluation de la qualité des données et la vérification scientifique. Elles sont automatiquement enregistrées et archivées publiquement avec les images elles-mêmes. Pour les observations GO 17043 à GO 17051, soit les 9 images qui ont été publiées, les métadonnées complètes sont disponibles. Téléchargez n'importe lequel de ces fichiers d'observation et vous obtiendrez l'image ainsi que l'ensemble complet des métadonnées. Pour les observations GO 17052 à GO 17054, soit les 3 images classifiées, les métadonnées existent, mais elles sont incomplètes. Plus précisément, la durée d'exposition est indiquée, les paramètres du détecteur sont indiqués, mais les coordonnées de pointage affichent une mention inhabituelle, Redacted per ITAR Compliance, supprimée conformément à l'ITAR. L'ITAR est le règlement international sur le trafic des armes. Il régit l'exportation des données techniques liées à la défense. Pourquoi les coordonnées de pointage astronomique nécessiteraient-elles la protection de l'ITAR ? Le règlement s'applique lorsque les données pourraient révéler des positions de satellites classifiées, des emplacements d'installations militaires ou des spécifications technologiques sensibles. 3i Atlas n'est rien de tout cela. Il s'agit d'une comète dans l'espace interplanétaire. Sa position est connue du public et suivie par des centaines d'observatoires à travers le monde. Les astronomes amateurs peuvent calculer ces coordonnées à l'aide d'un logiciel gratuit. Alors pourquoi cette suppression ITAR ? La seule explication plausible est que ce n'est pas la position de la comète qui est protégée, mais ce qui se trouvait dans le champ de vision du télescope. Qu'y avait-il d'autre ? La caméra grand champ 3 du télescope Hubble a un champ de vision d'environ 2,4 par 2,1 minutes d'arc. C'est une minuscule partie du ciel, environ 1/15 du diamètre apparent de la pleine lune. Mais l'espace est tridimensionnel. Le champ de vision est un cône étroit, s'étendant à une distance pratiquement infinie. Tout ce qui se trouve le long de ce cône pendant les 320 secondes d'exposition apparaîtra dans les images.
3i Atlas était la cible visée, positionnée près du centre du champ. Mais qu'y avait-il d'autre dans ce cône? Qu'est-ce qui se déplaçait dans ce volume spécifique de l'espace à ce moment précis? J'ai passé beaucoup de temps à analyser cette question à l'aide des données de suivi orbital accessibles au public. Le 2 octobre 2025, à 14h27 UTC, lorsque Hubble a commencé sa séquence d'exposition, le télescope était pointé vers les coordonnées célestes suivantes. Ascension droite d'environ 15h37, déclinaison d'environ plus 42 degrés. Il s'agit de coordonnées approximatives basées sur la position de 3i Atlas, à ce moment-là, qui est de notoriété publique. Les coordonnées exactes sont caviardées, mais l'approximation est suffisante pour vérifier ce qui aurait pu se trouver à proximité. À l'aide de bases de données de suivi spatial, Celestrak, Spacetrack.org, Discos de l'ESA, j'ai interrogé tous les objets catalogués passant par le cône approximatif défini par le champ de vision de Hubble pendant la fenêtre d'exposition. Résultat, 0 satellite connu, aucun objet classifié avec des orbites reconnues publiquement. Aucun débris spatial dans le catalogue. Le volume spatial était apparemment vide, à l'exception de la comète. Alors, qu'est-ce qui a déclenché la protection ITAR? Soit quelque chose de non répertorié était présent, c'est-à-dire un satellite militaire ou un vaisseau spatial non reconnu publiquement, soit la justification ITAR est un faux prétexte pour une classification basée sur une autre raison. La première possibilité est troublante. Si un satellite militaire se trouvait dans le champ de vision, cela expliquerait la classification. Révéler sa position et son apparence compromettrait la sécurité opérationnelle. Mais cela soulève une question. Quel satellite? La Force spatiale américaine et le Bureau national de reconnaissance maintiennent une constellation de satellites classifiés d'imagerie, de renseignements d'origine électromagnétique et d'alerte précoce. Leur nombre exact est classifié, mais les estimations varient entre 200 et 350 engins spatiaux. Leurs orbites ne sont généralement pas divulguées, mais leur existence n'est pas secrète. Qu'est-ce qui serait suffisamment secret pour nécessiter la classification d'une observation astronomique qui l'aurait accidentellement capturé? Un ensemble de capteurs avancés? Un nouveau système de propulsion? Des caractéristiques de revêtement furtif visibles dans le spectre de la lumière visible? Ou peut-être que le satellite n'était pas américain? Peut-être était-il étranger? Chinois? Russe? Si l'observation de 3i Atlas avait accidentellement capturé un engin spatial militaire étranger classifié, cela expliquerait à la fois la protection ITAR et l'intérêt des services de renseignement. Révéler que nous avons imagé un satellite étranger divulguerait les capacités de suivi spatial des États-Unis. Mais cette explication pose problème. Les satellites orbitent autour de la Terre. Ils sont proches, généralement à une altitude de 300 à 350 000 km. En octobre, 3i Atlas se trouvait à 132 millions de kilomètres. C'est 400 fois plus loin que la Lune. La géométrie du champ de vision signifie que le satellite apparaîtrait extrêmement loin de la comète en termes angulaires, même si les deux se trouvaient dans la même ligne de visée. Ils ne seraient pas confondus. Ils se trouveraient dans des zones différentes de l'image, facilement distinguables. La classification devrait donc protéger la partie satellite, tout en divulguant la partie comète. Les images expurgées sont une pratique courante. La NASA procède ainsi systématiquement lorsque des satellites d'observation de la Terre apparaissent accidentellement dans le champ des télescopes spatiaux. Elle floute ou supprime le satellite, puis divulgue le reste de l'image. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait ici? À moins que le satellite et la comète n'apparaissent ensemble d'une manière significative, à moins que leur proximité ne soit pas accidentelle, à moins que le satellite ne soit proche de la comète. Mais c'est impossible, les satellites orbitent autour de la Terre. Les comètes sont interplanétaires, ils n'occupent pas le même espace. Sauf que 3i Atlas n'est pas une comète normale. C'est un objet interstellaire qui est entré dans le système solaire depuis l'extérieur, voyageant sur une trajectoire hyperbolique. Il est passé relativement près de la Terre en juillet, à environ 3 unités astronomiques au plus près. Cela représente 450 millions de kilomètres. C'est encore beaucoup trop loin pour un rendez-vous avec un satellite. Aucun vaisseau spatial humain n'a jamais voyagé aussi loin. Voyager 1, la sonde la plus éloignée de l'humanité, a mis 46 ans pour atteindre sa distance actuelle de 160 unités astronomiques. Nous ne disposons pas de la technologie nécessaire pour envoyer rapidement un satellite intercepter un objet interstellaire à ces distances. N'est-ce pas? La réponse officielle est non. La portée maximale reconnue publiquement pour un vaisseau spatial humain est celle du programme Voyager, qui se déplace à environ 3 UA par an. Pour atteindre 3i Atlas en juillet, il faudrait une vitesse d'environ 50 UA par an, soit plus de 15 fois plus rapide que tout ce que nous avons construit publiquement.
Mais « construit publiquement » est un terme lourd de sens dans cette phrase. Il existe des programmes aérospatiaux secrets. Leurs capacités sont classifiées. Est-il possible, peu probable mais possible, qu'un programme classifié ait développé une capacité interplanétaire à grande vitesse dans le but d'intercepter des objets interstellaires? L'idée semble relever de la science-fiction. Mais la science-fiction a tendance à devenir une réalité classifiée des décennies avant d'être connue du grand public. Les avions furtifs relevaient de la science-fiction jusqu'à ce que le F-117 soit dévoilé. Les drones autonomes relevaient de la fantaisie jusqu'à ce que le Predator soit rendu public. Quelles fantaisies actuelles sont en réalité des réalités classifiées? Je ne prétends pas que des vaisseaux spatiaux secrets ont intercepté 3I Atlas. J'explore une possibilité logique pour expliquer le modèle de classification. Si cette hypothèse est vraie, les images du télescope Hubble du 2 octobre auraient pu capturer ce vaisseau spatial près de la comète. Cela nécessiterait absolument une classification en vertu de l'ITAR et de nombreuses autres réglementations. Cela expliquerait pourquoi les images entières doivent être restreintes plutôt que censurées. Cela expliquerait l'implication des services de renseignement. Cela expliquerait le silence des scientifiques qui seraient soumis à des habilitations de sécurité leur interdisant d'en discuter. Cela expliquerait tout, sauf une chose. Pourquoi envoyer un vaisseau spatial secret vers une comète interstellaire? Qu'est-ce qui justifie le coût et le risque de cette mission? Deux réponses possibles. Premièrement, le retour d'échantillons. Si vous voulez étudier directement la matière interstellaire, vous avez besoin d'échantillons physiques. La spectroscopie fournit la chimie, l'imagerie fournit la morphologie, mais l'analyse en laboratoire fournit tout le reste. Les rapports isotopiques, la structure cristalline, les molécules organiques, voire même du matériel biologique préservé si l'objet provient d'un système où la vie existe. Ces données justifient un effort extraordinaire. Une entreprise privée pourrait tenter l'expérience pour des raisons commerciales. Un gouvernement pourrait tenter l'expérience pour des raisons scientifiques ou de sécurité. Si 3I Atlas représente un échantillon d'un autre système stellaire, cet échantillon a une valeur inestimable. Cela vaut-il la peine de classer la mission? Peut-être. Cela vaut-il la peine de la protéger par l'ITAR? Absolument. Deuxième réponse, l'inspection. Si l'objet présente des caractéristiques suggérant une technologie plutôt que la nature, une inspection approfondie est justifiée. Il faudrait des images avec une résolution supérieure à celle des télescopes terrestres. Il faudrait des capteurs différents des instruments astronomiques. Il faudrait des données qui permettent de trancher la question, naturelle ou artificielle. Si une mission d'inspection a eu lieu et que le vaisseau spatial était visible dans le champ de vision du télescope Hubble, la classification protège l'existence de la mission et ses conclusions. Cette hypothèse suppose que l'objet est potentiellement technologique, ce qui est une opinion minoritaire parmi les scientifiques. Mais c'est l'opinion de certains chercheurs crédibles, dont Abraham Loeb. Si cette opinion minoritaire a été prise suffisamment au sérieux par les services de sécurité nationale pour justifier une mission d'inspection, la classification est tout à fait logique. Les deux hypothèses sont spéculatives. Elles nécessitent toutes deux des capacités aérospatiales classifiées qui dépassent les connaissances du public. Elles expliquent toutes deux mieux le modèle de classification que les alternatives. Mais elles sont toutes deux invérifiables sans accès aux informations classifiées. C'est le problème du secret. Il permet toutes les spéculations car aucune preuve n'est disponible pour distinguer les différentes possibilités. Peut-être n'y a-t-il pas de vaisseau spatial secret. Peut-être que la justification de l'ITAR vise uniquement à protéger un satellite militaire qui se trouvait dans le champ de vision. Peut-être que la classification n'est qu'une exagération bureaucratique. Nous ne le savons pas. C'est tout l'intérêt de la demande FOIA. Entre-temps, d'autres pièces du puzzle apparaissent. Le 4 janvier, l'astronome amateur Marcus Reinhardt, en Australie, a fait une observation inattendue. Il photographiait 3I Atlas à l'aide d'un télescope de 14 pouces, d'une caméra CCD, avec un temps d'exposition total de 40 minutes. Une observation amateur standard d'une comète. Mais lorsqu'il a traité les images, il a remarqué une faible traînée près de la comète. Très faible, d'une magnitude d'environ 22. La traînée indique un objet en mouvement capturé pendant l'exposition. La direction et la longueur suggèrent que l'objet se déplaçait à peu près à la même vitesse que la comète et dans une direction à peu près parallèle. Reinhardt a publié les images sur un forum d'astronomie amateur pour demander leur identification. Le fil de discussion compte 147 réponses au 6 janvier. L'explication la plus courante, un astéroïde en arrière-plan qui se trouve par hasard dans le cadre. Mais l'analyse de la trajectoire par les membres du forum suggère que l'objet se déplaçait à une vitesse interplanétaire et non à la vitesse typique d'un astéroïde.
Plusieurs commentateurs ont noté que l'objet semblait suivre la comète en maintenant une séparation angulaire constante pendant les 40 minutes d'exposition. L'observation de Reinhardt n'est pas concluante. La qualité de l'image est limitée par l'équipement amateur. L'objet est proche du seuil de détection. Il pourrait s'agir d'un artefact de l'image. Il pourrait s'agir d'un rayon cosmique. Il pourrait s'agir d'un astéroïde. Mais le timing est intéressant. Son observation a eu lieu exactement 3 mois après les observations du télescope Hubble du 2 octobre. Si un vaisseau spatial secret inspectait la comète et se trouvait toujours à proximité, il apparaîtrait exactement comme l'objet de Reinhardt, faible, se déplaçant avec la comète, maintenant sa position. Cela ne prouve rien, mais c'est une donnée qui mérite d'être notée. J'ai contacté Reinhardt. Il est astronome amateur depuis 17 ans, spécialisé dans l'observation des comètes et a contribué à plusieurs articles scientifiques. C'est un observateur crédible. Voici sa réponse à ma demande. Je ne peux pas être certain de la nature de l'objet. Il pourrait s'agir d'un bruit. Il pourrait être réel. Ce qui me dérange, c'est que j'ai montré les images à un collègue qui travaille à la NASA. Je ne citerai pas son nom et sa réponse a été immédiate. Supprimez ces images et ne les publiez nulle part. C'est une réponse inhabituelle à ce qui devrait être un astéroïde innocent. Je me demande si j'ai accidentellement photographié quelque chose que je n'étais pas censé voir. Reinhardt a conservé des copies des images, mais les a retirées du forum public à la demande de son collègue. Il est prêt à les partager avec des chercheurs sérieux dans le cadre d'un accord de confidentialité. Voilà où en sont les choses. 2 autres observateurs ont signalé des objets similaires et peu visibles près de Three Eye Atlas en décembre et début janvier. Aucun d'eux n'a le niveau d'expérience de Reinhardt. Leurs images sont de moins bonne qualité, mais des observations indépendantes de phénomènes similaires méritent notre attention. Y a-t-il réellement un objet qui suit la comète? Ou bien plusieurs observateurs voient-ils du bruit et confondent-ils des motifs avec de fausses détections? Sans données de meilleure qualité, il est impossible de répondre à cette question. Mais le motif est suggestif, surtout s'il est combiné avec la 2e classification d'octobre. Abraham Loeb a pris connaissance de l'observation de Reinhardt. Dans un article de blog publié le 5 janvier, il a écrit « Si plusieurs observateurs indépendants détectent un objet faiblement lumineux près de Three Eye Atlas qui maintient une distance constante, cela justifie un suivi professionnel immédiat. Je coordonne avec mes collègues du projet Galileo pour tenter une observation à l'aide d'un télescope d'1 mètre de diamètre, plus sensible que les instruments amateurs. Si l'objet est réel et artificiel, déterminer son origine et son objectif est la question astronomique la plus importante de notre époque. Si l'objet est un artefact d'image, il est tout aussi important de le démystifier pour éviter la désinformation. Dans tous les cas, nous avons besoin de meilleures données. Il s'agit là d'une réponse scientifique responsable. Malheureusement, elle provient d'un projet privé et non d'agences spatiales officielles. Les agences disposant de budgets de plusieurs milliards de dollars et ayant accès aux meilleurs instruments restent silencieuses, tandis que des scientifiques financés par des fonds privés tentent de résoudre la question. Ce silence est la déclaration la plus forte de toutes. Si la NASA et l'ESA étaient convaincus que Three Eye Atlas est une comète naturelle sans objet accompagnateur, pourquoi ne pas publier des observations récentes à haute résolution qui le prouvent? Elles en ont la capacité. Hubble pourrait à nouveau photographier la comète. James Webb pourrait la photographier. L'un ou l'autre de ces instruments détecterait facilement un objet de magnitude 22 s'il existait près de la comète. Une seule observation permettrait de trancher définitivement la question. Le coût serait insignifiant. 1 heure d'observation au télescope. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait? Ou si cela a été fait, pourquoi les résultats n'ont-ils pas été publiés? L'absence de données là où elles devraient exister est en soi une donnée. Cela suggère soit que les agences ne s'intéressent pas à la question, ce qui semble impossible compte tenu de l'attention du public, soit qu'elles connaissent déjà la réponse et ne veulent pas la partager. Considérez les implications si l'explication du vaisseau spatial secret est correcte. Cela signifie qu'il existe un programme classifié avec une capacité interplanétaire. Cela signifie que ce programme a été déployé pour intercepter un objet interstellaire. Cela signifie que les résultats de cette mission sont classifiés. Cela signifie que la science publique progresse en parallèle avec une enquête classifiée qui a accès à des données bien meilleures. Il s'agit d'un système de connaissances à 2 niveaux, où les initiés institutionnels connaissent la vérité, tandis que le public reçoit un récit contrôlé. Cela nuit à la gouvernance démocratique et à l'intégrité scientifique. C'est également potentiellement illégal. La directive spatiale NERO 3, signée en 2018, exige la transparence des activités spatiales dans la mesure maximale compatible avec la sécurité nationale.
Si une mission scientifique non militaire est classifiée pour des raisons autres que la sécurité, cela constitue une violation de la directive. Mais pour prouver cette violation, il faut savoir ce qui est classifié et pourquoi. C'est ce que la date limite du 3 mars vise à déterminer. La demande FOIA oblige la NASA à publier les images ou à fournir une justification juridique spécifique pour les retenir. Si une exemption pour raison de sécurité nationale est invoquée, la loi exige de démontrer que la divulgation causerait un préjudice identifiable aux intérêts de la sécurité. Si une exemption pour processus délibératif est invoquée, la loi exige de démontrer que la divulgation refroidirait les discussions internes futures. Si d'autres exemptions sont invoquées, chacune d'entre elles est soumise à des exigences juridiques spécifiques. La NASA doit satisfaire à ces exigences ou divulguer les images. Les tribunaux peuvent examiner les demandes d'exemption si l'HUB fait appel du refus. C'est ainsi que les lois sur la transparence sont censées fonctionner, en créant une fonction contraignante qui surmonte les préjugés institutionnels en faveur du secret. Il reste 56 jours avant la date limite. Au cours de ces 56 jours, 3I Atlas parcourra 328 millions de kilomètres supplémentaires. Sa magnitude passera de 18,8 à 20,1. La fenêtre d'observation pour les amateurs sera alors complètement fermée. Si les images sont publiées le 3 mars, toute vérification indépendante sera impossible. Si les images ne sont pas publiées, le mystère persistera indéfiniment. Dans les deux cas, des questions resteront en suspens. Mais au minimum, nous saurons si la classification est légalement justifiée ou s'il s'agit simplement d'une préférence institutionnelle. Cette information est importante. Elle nous indique si les mécanismes de contrôle sont fonctionnels, si les exigences de transparence ont un sens, si le public a réellement le droit de savoir ce que ces impôts permettent de découvrir. Il ne s'agit plus vraiment de la comète. Il s'agit de l'infrastructure de l'information. Il s'agit de savoir si les sociétés démocratiques peuvent maintenir des systèmes de connaissances fonctionnels à une époque où la classification, le cloisonnement et le contrôle de l'information sont les réponses institutionnelles par défaut à la complexité. La classification 3I Atlas est un cas test, assez petit pour être gérable, assez simple pour être évalué, assez important pour avoir de l'importance. Un test parfait pour savoir si les lois sur la transparence fonctionnent. Nous le saurons dans 56 jours. La comète se moque de notre échéance. Elle a déjà dépassé l'orbite de Mars et se dirige vers Jupiter, qu'elle frôlera en mars. L'univers physique continue de tourner. L'univers de l'information est au point mort. Le fossé entre les deux se creuse chaque jour. À terme, ce fossé deviendra infranchissable. Nous sommes peut-être en train d'assister à ce phénomène. 3 images classifiées, 96 jours de silence, 56 jours avant l'échéance. Les chiffres racontent ce que les institutions ne veulent pas dire.